Alors, mon cher Victor, où est-ce qu'on est ici? Salut Jean-Christophe, on est à Shanghai. Quelle vue! C'est magnifique, ouais, c'est très beau et en fait on est même à la meilleure heure parce que c'est le coucher de soleil comme vous pouvez voir et on a vu sur The Bund, The Famous Bund qui est donc de l'autre côté du fleuve. Bon, alors, mon cher Victor, je te remercie d'avoir accepté pour être mon premier invité de cette nouvelle série. On verra, ouais. Voilà, en lien donc avec les artistes qui viennent à l'Opéra Royal. Ok, génial. Voilà. Et prendre un peu de temps pour connaître mieux qui tu es, ce que tu es. Sympa. Voilà. Bon, bah écoute. Super. Parce qu'on se connaît, on est amis, mais finalement on se connaît pas. C'est vrai, on n'est pas proches. Si bien, enfin voilà, je connais pas ton passé, pourquoi, ouais. Voilà. Donc, bah écoute, on va essayer de voir quelle est ta vie et comment tu as commencé à diriger, etc. Super. Alors, donc, où est-ce que tu es né déjà? Et je suis né tout près de Paris, à Boulogne-Billancourt, ouais. Mais j'ai immédiatement habité à Paris, ce qui me permet de pouvoir dire que je suis parisien. Voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Mes parents m'ont eu. Mon père avait 40 ans, ma mère un petit peu moins, donc on va dire assez tard. Et non, ils n'ont pas souhaité avoir d'autres enfants. Et je suis donc fils unique, ce qui est aussi quand même. Bon, on en reparlera probablement, mais je pense jouer un jeu aussi dans ce qu'on va faire dans la vie. Et la musique, comment c'est venu? La musique, alors mes parents étaient tous les deux mélomanes, mais amateurs. Mon père, quand il était jeune, il jouait dans des bars. Notamment, il m'a beaucoup raconté cette histoire qu'il jouait dans des bars de folk, place Fürstenberg à Paris, près de Saint-Germain. Mais en quoi? Alors lui, il jouait de la sitar. Il jouait aussi un peu de la guitare et il avait un duo avec une fille qui s'appelle Marion et il jouait de manière amateur, mais quand même avec un niveau certain. En tout cas, il savait bien chanter. Il y a encore des enregistrements de lui, etc. Donc, j'ai quand même baigné là-dedans. Il me chantait des chansons. Et ma mère, elle aussi, a toujours aimé ça, la musique et chanter. Et les deux faisaient partie d'une chorale amateur qui s'appelle Les Voisins du Dessus, dirigée par Les Voisins du Dessus, voilà, parce qu'on entend les voisins chanter dans leur douche, et c'est Jean-Marie Lowe, qui est maintenant un ami et même collègue avec qui je travaille. Pas forcément classique. Et pas du tout, justement, variété totale. Et moi, je suis pas né du tout dans une famille qui écoutait du classique, c'est-à-dire que moi, Beethoven, je l'ai découvert à 13 ans, 14 ans, et pas à 5 ans comme beaucoup de mes collègues. Du coup, comment tu as commencé la musique alors? Alors, donc, je chante un peu avec mes parents à cette chorale. Mon oncle, quand même, est altiste, amateur, et il m'achète un violon, il me donne des cours, etc. Donc, ça m'apprend l'instrument à cordes, ça m'apprend l'oreille, je pense, ça m'a beaucoup aidé. Et ma marraine de chœur, Marie, dit à mes parents, mais il chante super juste. Est-ce que vous connaissez la maîtrise de Radio France? Ça pourrait être super pour lui. Mes parents me forcent pas du tout. Ils me disent est-ce que ça t'intéresse, etc. Oui, et je rentre en CM1 à la maîtrise de Radio France. Ah ouais. Donc je quitte mon école pour y aller. Donc tu n'as jamais fait de la musique avant, ni solfège, ni... non, solfège à proprement parler, non. Je connaissais les notes, mais pour moi, si tu veux, les notes, c'était des doigts sur le manche du violon. C'était pas des noms de notes, c'était pas... Voilà, donc c'était très intuitif, ma façon de faire de la musique. Et donc tu as commencé la maîtrise de Radio France. Ouais. Donc, à quelle classe tu as dit? CM1, donc 9 ans. D'accord. Donc, c'est un peu... Moi, j'ai fait les horaires aménagés. Ouais. Donc, c'est un peu le même système, c'est ça? Totalement. Voilà. Tu quittes ton... Moi, c'était l'école primaire. J'étais dans le 15e où je vivais avec mes parents. Et on quitte son école pour aller dans les classes réservées aux élèves en horaire aménagé, ce qu'on appelle CHAM aussi en France. Voilà, on a école de 8h à 13h, au midi, je crois, en primaire. Et on va à la maîtrise de 14h à parfois 18h. Et tu ne savais pas du tout si tu allais à en faire ton métier ou pas à l'époque? Pas du tout. Et je me souviens bien que quand j'ai passé l'audition, une dame qui s'appelait Lynn Tourne, je la salue, avait dit à mes parents, mais vous savez, c'est pas parce qu'ils rentrent à la maîtrise, quand ils rentrent à la maîtrise, ils peuvent être de chef d'orchestre à pilote d'avion. Donc, et d'ailleurs, Daniel Harding aurait pu faire la maîtrise. Je ne sais pas s'il a fait la maîtrise ou pas. Non, en tout cas, il a fait les deux. Mais voilà, en fait, c'est la garantie, le fait qu'on ait des horaires aménagés, donc que le matin,
on puisse avoir un bac scientifique, littéraire. On ne pouvait pas faire économique et social, mais quand même scientifique et littéraire ou musique, bac musique, etc. C'était la garantie que même si on passait 10 ans, comme ça a été le cas pour moi, du CM1 au bac à la maîtrise, en sortant, on avait un bac comme tout le monde. On pouvait, si on veut, être ingénieur ou autre, comme beaucoup de mes collègues l'ont été. Oui, moi aussi, donc quand j'étais en aménagé. Ouais. En trompette ? En trompette. Ouais. Moi, je suis rentré en 5e. À Toulouse ? À Toulouse. Et c'est vrai que, on va dire, pas mal de mes camarades d'école ne sont pas devenus forcément musiciens. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, moi je dirais peut-être 20%. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Hein. Et alors nous, on a quand même mes collègues dans ma promotion et puis les années au-dessus, en dessous, ont été peut-être des années un peu plus fertiles en termes de jeunes musiciens, parce que je retrouve quand même beaucoup d'anciens camarades dans le circuit de la musique. Et tu n'as pas fait... Notamment à l'Opéra de Versailles, je cite entre autres Marie Perbost, avec qui on va travailler bientôt. On était collègues à la maîtrise. Ah ok, donc en CM... Ah oui, moi, tout jeune, elle était un peu plus âgée que moi d'1 ou 2 ans, donc on s'est croisés au moins 6-7 ans. Bon, salut Marie. Ouais. Et est-ce que tu as fait un instrument de musique ? Alors, comme je te disais, j'ai commencé avec mon oncle le violon, que j'ai continué quand j'ai commencé la maîtrise à faire des stages, mais c'était quelque chose de très léger. Et j'avais un super prof qui s'appelle Christophe Ponce, que j'embrasse aussi, avec qui voilà, je continuais à prendre des cours. J'ai petit à petit arrêté parce que j'ai préféré chanter, clairement. Et à la maîtrise de Radio France, on nous apprend le piano. Voilà. Donc mes instruments, c'est le violon, le piano. Et on peut le dire, parce que même si ce n'est pas considéré comme un instrument, toujours la voix, le chant, évidemment. Et donc, tu as fait la maîtrise jusqu'à, on va dire, quel jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Ouais. On n'est pas beaucoup à avoir fait tout le cursus, mais j'en fais partie, ouais. Et donc, c'est un bac quoi ? Alors, moi, j'ai choisi S, mais mes collègues choisissaient L ou musicaux, enfin, comment ça s'appelle, le bac musique. Voilà, mais en tout cas, c'était pas forcément... Vous pouviez choisir... On pouvait choisir exactement le diplôme, le bac qu'on voulait. Ouais, c'est pour ça que je n'ai jamais, ni moi ni mes parents, nous avons eu peur de s'inscrire dans un tel cursus. Oui, ça laisse très ouvert les possibilités. Très bien. Et du coup, pendant le cursus scolaire, est-ce que ça t'est dit, enfin, c'est venu comment l'idée de devenir professionnel ? Alors, ça se fait en 2 temps. La première, c'est de comprendre à quel point j'aime le rôle du chef. Ça, c'est la première chose, sans savoir que je veux en faire mon métier encore. Mais ça me titille un petit peu. Je me dis, mais quand même, c'est génial. Inspirer, diriger, l'idée, amener avec soi, réfléchir sur les partitions, parler de la musique, l'idée une répétition, faire aussi ce qu'on veut, décider, c'est quand même aussi un aspect important du métier, être regardé, je parlais d'être fils unique, etc. Je peux pas m'empêcher de voir que c'est lié évidemment, parce que oui, quand on est fils unique, on est plus regardé que quand on est une fratrie de 10, voilà, ça me dérangeait pas d'être regardé, voire j'aimais ça, et il faut que ça fasse aussi partie du métier. Et ça, je dirais que c'est né quand j'avais peut-être 15-16 ans, j'ai commencé à diriger au sein de la maîtrise de Radio France. Donc, plutôt en direction que chanteur. Oui, en fait, on mue. T'es bien passé pour le savoir avec ton fils. On mue à ces âges-là à peu près. Moi, juste avant, je venais de faire une production. J'avais chanté Miles, ce qui est un personnage du Turn of the Screw de Britten. Et j'étais tombé complètement amoureux de l'opéra, etc., du chef d'orchestre, etc. Mais juste après, je mue, et notre chef de chœur à la maîtrise de l'époque décide d'organiser des choses pour que les garçons puissent rester et ne s'ennuient pas. Ça veut dire composition, écriture, un peu d'érudition aussi. Parce que quand l'enfant est mu, qu'est-ce qui se passe à la pour tout le monde, la voix devient beaucoup plus instable. On peut toujours utiliser une voix de fausset selon les profils, mais qui permet de pouvoir chanter avec les jeunes, ce qui est quand même assez, sans se fatiguer bien sûr, avec le contrôle des profs de chant. Mais à l'époque, avant que Tony Ramon, le chef de chœur de la maîtrise à l'époque, mette ça en place, les garçons étaient un petit peu mis de côté, voire partaient de la maîtrise. D'accord, mais ils pouvaient rester quand même. Oui, il y a une époque, c'était même pas si simple. Nous, c'était donc, très clair qu'il fallait qu'on reste. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mué vers 14 ans. J'ai un de mes meilleurs amis, Antoine que j'embrasse. Il a mué un peu plus tôt, le pauvre. Donc, ça a été un petit peu plus long, cette période. Mais voilà, moi, vers 14 ans, je mue et donc, je m'attelle à ces nouvelles disciplines qui sont mises en place
pour les jeunes garçons à la maîtrise, et notamment la direction de chœur. Là, il se trouve que je suis plutôt doué, ça se passe bien, etc. Et donc, ce chef de chœur qui est décédé depuis d'un cancer, malheureusement, en 2007, Tony me repère, je pense, et voit que voilà, j'aime ça et que je suis doué, donc il me donne à faire des mises en voix, il me fait même diriger des petits bouts de concert, enfin voilà, donc j'ai été assez porté assez tôt là-dessus. Et c'est ensuite sa remplaçante, sa successrice, non ? Successeuse ? Oula. La personne qui lui succède, Sophie Janin, qui reprend le flambeau, on va dire, de Tony en continuant à me donner des cours, cette fois de manière un peu plus particulière, et me présente au chef d'orchestre Neil Thompson, qui est un chef d'orchestre et pédagogue anglais. Et c'est avec lui que je m'achète une baguette de direction et je commence à diriger comme ça, là, comme on se parle, à la table. Quoi, 18 J'avais 18, voilà, tout juste 17-18 ans. Voilà, exactement. Et après le bac. Donc, tu as eu le bac, et après le bac, tu as fait quoi ? Alors, après le bac, d'un point de vue académique, j'ai, sous les conseils de Sophie Janin, parce que il faut quand même savoir que Sophie et Neil Thompson, qui me donnaient mes cours de direction, avaient pour ambition pour moi que je rentre dans une école de direction d'orchestre, peut-être à l'étranger. D'accord. Et il y a quelque chose en France qui est compliqué, c'est que les diplômes de conservatoire sont mal reconnus à l'étranger. Ça change un peu maintenant avec les pôles supérieurs, etc. Et puis surtout, si je ne me trompe pas, en direction d'orchestre, c'est toujours... C'est compliqué parce que on sait pas toujours où se situer. Les classes, on y entre assez tard. Donc, elle m'a conseillé de faire une licence. Voilà. Donc, j'ai fait une licence de musicologie. Mais il se trouve qu'à côté, j'étais déjà chanteur, en fait, parce que j'étais ténor. J'avais travaillé ma voix de ténor. Donc, tu as continué à chanter. J'ai continué à chanter. Professionnellement, en fait, avec notamment l'ensemble Aedes de Mathieu Romano. Tu es devenu intermittent ? J'étais intermittent, très jeune, du coup, à tout juste 18 ans. J'ai très bien travaillé. Il se trouve que j'ai envie de dire bons choristes ténors, je dis pas que j'étais un grand chanteur, mais je pense que j'étais un grand choriste. Ça faisait quand même 15 ans un peu moins, 10 ans que je chantais en chœur à niveau plutôt élevé. Donc voilà, j'ai la chance de travailler tout de suite. Et à côté, je commence avec cette petite musique, c'est le cas de le dire, dans ma tête, qui me dit mais en fait, tu as envie de diriger. Alors, j'ai pas osé tout de suite parce que j'aurais pu me contenter de ce que j'avais. Je gagnais ma vie, je faisais des magnifiques projets. J'ai cité l'ensemble Aedes, mais il y en a d'autres. J'ai chanté, j'ai fait plein de très beaux concerts. Et ta voix de ténor, c'était quel style ? Enfin, c'était quel type de ténor ? Alors, j'étais ténor pas très aigu, donc j'étais un bon ténor 2 avec... après, faut aussi dire que ma voix, quand on a 18 ans, les gens ne le savent pas peut-être, mais on est quand même très jeune chanteur et la voix elle évolue encore et on a encore même des grandes chanteuses qui passent de soprano à mezzo au cours de leur carrière. Donc voilà, j'avais pas un grand développement de mes aigus, mais grâce à ma prof de chant Dominique Moati que j'ai suivi au Conservatoire de la Courneuve après la maîtrise, j'avais quand même une belle voix, donc un ténor pas très aigu. Qu'est-ce que je chantais ? Je chantais pas grand-chose en soliste. Non, mais par contre, avec les chœurs, je chantais principalement de la musique chœur de chambre, on va dire, a cappella, les chansons de Debussy, Ravel. La musique baroque, est-ce que j'ai très peu fait de musique baroque. Très peu fait. J'ai fait Didon et Aîné, mais c'était avec l'ensemble Aedes, donc c'est pas un chœur, c'était pas un chœur baroque, mais ouais. C'était une belle expérience. Et donc après, comment c'est venu de dire, moi, ça y est, je veux faire le chef d'orchestre, enfin, mon principal métier. Ouais, ça prend quelques années. Alors déjà, j'ai sauté une étape, c'est que en sortant de la maîtrise de Radio France, on se pose cette question, est-ce qu'on va faire un vrai métier ? Je plaisante évidemment, ou musicien. Voilà, c'est la fameuse question que tous les parents se posent et les enfants aussi évidemment. C'est évidemment ridicule de présenter ça comme ça, puisque parallèlement à ton intermittence, tu as continué quand même la fac. La fac, oui, mais avant ça, pour prendre la décision de faire la fac, j'ai le père d'un de mes meilleurs amis à la maîtrise de Radio France me dit cette phrase, parce que j'ai hésité, je me dis, est-ce que je mérite ? En fait, on se dit ça, à 18 ans, certes, on a peut-être des capacités, mais est-ce que moi, je vais y arriver ? Bien sûr, on ne peut pas savoir. Mais ce parent d'élève me dit, Victor, si toi, tu n'en fais pas ton métier parmi tous les maîtrisiens, alors qui va le faire ? Cette phrase, j'y pense encore aujourd'hui et ça m'émeut d'en parler parce qu'elle a été décisive et je voyais
l'idée, la vision qu'avaient les gens de moi, et moi je m'en rendais pas forcément compte. Donc je prends cette décision, je fais la fac, je continue les cours de chant et je travaille en tant que ténor. Et à côté, je fais les masterclass de ce chef anglais à Londres, à Paris, etc. Et il me dit, écoute Victor, je vais te former pour rentrer à la Royal Academy of Music de Londres, parce que le cursus y est bien pour les directions d'orchestre. C'est seulement un master, donc ça veut dire que j'avais bien fait de faire une licence de musicologie qui m'a permis de rentrer en master. Donc là, il y avait une équivalence. Équivalence totale européenne, ça c'est super bien fait, même peut-être plus qu'européenne. Et voilà, je passe le concours. Et à ma plus grande surprise, je suis reçu à la Royal Academy of Music. Donc autant te dire que j'avais des paillettes dans les yeux. 2017, je pars. C'était en 2013, pardon. J'ai mon bac en 2009. 4 ans après, je rentre en 2013 à Londres, septembre. Très bien. Donc, changement de vie. Total, je déménage à Londres, alors prêt étudiant. Heureusement, j'étais encore intermittent, donc j'ai pu me débrouiller, j'ai pu ne pas demander d'argent à mes parents, etc. Mais il faut en parler. Du coup, tu n'as fait que de la direction à Londres. Et du coup, c'est pas tout à fait vrai, puisque la première année, je faisais encore des allers-retours pour rentrer chanter à Paris, parce que ça me plaisait, et parce qu'on se dit toujours, on tente quelque chose, mais on va garder un backup si jamais. Et deuxième année, c'était clair pour moi que, d'une part, j'avais pas assez de temps pour travailler mes partitions, même en tant qu'étudiant. Il faut du temps quand on est chef pour étudier tout seul à la table au bureau. Je voulais m'investir à fond dans la deuxième année dernière de mon master. Et puis, voilà, peut-être que l'envie de chanter aussi me passait et l'envie de diriger augmentait. Est-ce que tu as eu besoin de faire un job à Londres ou quelque chose comme ça? Oui, c'est drôle. J'avais quand même de la chance d'avoir eu un prêt étudiant, donc de pouvoir payer mes études et mon loyer. On sait le prix des études et des loyers à Londres, donc ça, j'étais très content. Mais si je voulais en plus boire un petit verre de temps en temps avec mes copains, etc., il en fallait un petit peu plus. Et figure-toi que je chantais à la synagogue, West End Synagogue de Londres, qui est à Queen's Road, si je me trompe pas, à côté de Notting Hill. Et je chantais les samedis matins d'office de Shabbat. C'est une des seules synagogues de Londres, pardon, qui a un chœur de jeunes. Alors moi, je suis pas du tout pratiquant. J'avais jamais chanté à la synagogue avant ça. Donc pas un soliste, en chœur. Non, en chœur, petit chœur, avec de la phonétique hébreu, je parle pas hébreu, etc. Mais voilà. Et en fait, c'est un copain chef de chœur de la Royal Academy. En fait, il y a un gros circuit de musique vocale à Londres et j'ai réussi à m'y intégrer grâce à ce chef, ce jeune chef qui chantait aussi, qui m'a dit, mais moi, je cherche des ténors, choristes de temps en temps pour cachetonner. C'est un cacheton, hein. Donc, il y avait la synagogue et il se trouve que je faisais aussi la messe parfois à l'église, mais en fait, la synagogue, c'était beaucoup plus simple. Non pas que à l'oreille, ça marchait bien. Oui, en fait, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que la phonétique, elle était beaucoup plus claire. Et puis l'office était plus simple. Non, et c'est surtout que comme il y a moins de juifs chanteurs pratiquants dans ce milieu-là, en fait, quand on arrive à l'église et qu'on vient cachetonner, tout est, comment dire, ils pensent que tu connais déjà tout de l'office. Moi, je connaissais rien, ni à la synagogue, ni à l'église. Donc voilà. Mais c'était assez drôle. C'est grâce à ça que j'ai pu arrondir mes fins de mois. Ouais. Et donc le cursus à Londres, c'est combien de temps? Alors c'était 2 ans de master, voilà. Alors il se trouve que le professeur a changé entre temps. J'ai eu Colin Matters puis Sean Edwards avec voilà un mix un petit peu d'érudition, surtout de l'orchestre, des cours de direction, voilà un cursus. C'était quoi une semaine type? Semaine type, je crois que lundi matin ou toute la journée on avait nos cours d'orchestre, on avait nos options de temps en temps, je dirais. Répartis sur la semaine et une fois par mois on avait une masterclass de direction, soit un grand chef qui vient nous coacher, soit le professeur de la classe avec un orchestre un orchestre ou un petit ensemble selon les semaines. Et tu as eu la chance d'être coaché par qui? Alors j'ai eu Tsinman. Ça, je m'en souviens bien. Tsinman, Robin Ticciati qui était venu. Qui d'autre je peux citer?
j'en oublie. Mais ouais, des chefs plutôt intéressants. Et puis des chefs aussi qu'on connaît pas forcément, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom déjà, mais qui jouaient au Royal Opera House, qui étaient invités par l'Académie, etc. Non, on a eu des belles invitations, assez intéressantes. Alors, donc, après Londres, qu'est-ce qui s'est passé ? Après Londres, moi j'avais le grand rêve de rester là-bas, de conquérir Londres et l'Angleterre, parce que c'est un pays que j'adore, c'est une ville que vraiment j'ai aimé profondément. Mais bon, il fallait le dire, la vie est dure. Elle est dure pour quand on gagne pas bien sa vie. Elle est dure pour percer professionnellement aussi, et notamment dans la musique. Donc j'ai pas vu l'opportunité qui me permettrait de potentiellement vivre là-bas. Donc je suis rentré à Paris, où certaines opportunités m'appelaient, comme des choses assez simples, mais être assistant d'un orchestre amateur. Je remercie d'ailleurs Nicolas Simon qui m'a donné cette chance d'être son assistant de l'orchestre amateur du COJ à l'époque. Et c'est des petites opportunités comme ça qui me faisaient dire que rentrer à Paris pourrait peut-être m'apporter des choses, sachant que j'avais aussi la grande chance, et ça il faut le dire, que mes parents soient parisiens. C'est-à-dire que je pouvais vivre chez mes parents. Et ça a démarré comment, du coup, le début de ta carrière ? Alors, parallèlement à tout ça, il se trouve que je faisais des projets en tant qu'arrangeur et chef de chœur avec Jean-Marie Laud, dont je parlais, qui est le créateur de la chorale amateur, tu te souviens, dans laquelle mes parents chantaient. Je faisais ce spectacle qui s'appelle Pop the Opera, qui existe toujours aujourd'hui, avec ce Jean-Marie. Imaginé par Jean-Marie et par Jean-Louis Grinda. Jean-Louis Grinda, certains le connaissent, c'est le directeur, l'ex-directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Et on avait créé ce projet pour l'opéra, pour les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo. Et Jean-Louis, en rentrant de Londres, je l'appelle, je lui dis voilà Jean-Louis, j'ai mon diplôme, je sais que tu me connais via chef de chœur, mais sache que voilà, j'ai un master de direction d'orchestre de la Royal Academy of Music, je cherche du travail. Voilà. Et je le fais sans doute, j'appelle sans doute plus d'autres personnes, mais Jean-Louis, ça m'a marqué puisque quelques mois après, il me rappelle et il me dit Victor, est-ce que tu serais intéressé pour assister Nathalie Stutzmann à l'Opéra de Monte-Carlo dans Tannhäuser, version Paris en français. Et j'accepte évidemment immédiatement, et c'est mon premier je pense, contrat dans une maison officielle de haut rang avec une grande chef, alors qui aujourd'hui est une grande chef, qui à l'époque était peut-être moins connue, mais qui est quand même la contralto qu'on connaît, Nathalie Stutzmann, avec un ouvrage de Wagner qui plus est pour commencer. Enfin, c'était un rêve. 2 mois à Monaco, voilà, c'était mon premier engagement. Alors, raconte-moi comment, parce que moi j'ai eu l'expérience, j'ai côtoyé quelques chefs assistants. Ouais. Avant qu'ils deviennent plus célèbres, etc., etc. C'est vrai que c'est un monde quand même assez difficile. Et comment on arrive à faire son réseau ? Comment on arrive donc là, pour le coup, tu as eu la chance de connaître quelqu'un par rapport à ton premier, à ta première expérience. Comment, petit à petit, au-delà de ça, tu arrives à en vivre, tu arrives à développer ton réseau. Ouais. Je réfléchis en même temps que tu me poses la question parce que ça va puiser assez loin dans ma mémoire. Alors, si. Déjà, c'est une chose très importante, c'est, comme tu dis, le réseau. Parfois, c'est comment dire, c'est dit de manière péjorative, mais le réseau, c'est les gens avec qui, et c'est les gens avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie de discuter, avec qui on a envie de prendre une bière un soir. Voilà, c'est ça le réseau en fait. C'est les gens, et ça veut pas dire qu'on est proche des gens par intérêt. Ça veut dire que c'est des gens qui font ta vie et ta vie professionnelle, qui font ta vie professionnelle. Alors, donc effectivement, j'ai cité Jean-Louis Grinda. J'ai aussi Sophie Janin qui m'a donné du travail en tant qu'ancien maîtrisien. Elle m'a proposé de l'assister sur des productions, soit de chœur, soit d'orchestre, avec le Philharmonique de Radio France notamment, ou le National, je me souviens. Un compositeur qui a été très important pour moi, Julien Joubert, et sa femme Marie-Noëlle Merten, qui elle était chef de chœur à la maîtrise, et lui compositeur pour la maîtrise pendant beaucoup d'années, qui m'a fait chanter, parfois diriger aussi certaines de ses pièces. Voilà, c'est des petites graines comme ça. Mais ce qui a aussi changé ma vie, et une deuxième fois, c'est que j'ai eu l'humilité, malgré mon premier diplôme et malgré mes débuts d'engagement, en 2017, c'est-à-dire l'année de Tannhäuser à Monte-Carlo. Je vais assister à Nathalie Stutzmann en février-mars, et en avril ou mai se tient le concours d'entrée pour la classe d'Alain Altinoglu,
au CNSM de Paris. D'accord. À l'époque où je suis rentré à Londres, le CNSM, c'était un autre professeur qui m'intéressait moins. Mais Alain Altinoglu, que je connaissais et que j'admirais et que j'admire toujours énormément, en tant que professeur de cette classe, là, ça commençait à vraiment me faire envie. Et à l'époque où le CNSM n'était pas quelque chose qui m'attirait, là, c'était autre chose. Alors, c'était quand même pour moi, je dis l'humilité parce que j'avais déjà un master. Ça voulait dire recommencer, redescendre une step et refaire un master. Et j'ai passé le concours. Je me souviens, en rentrant de Monaco, je travaillais la symphonie de chambre de Schoenberg à Monaco pendant Tannhäuser. Et je rentre, je passe le concours au CNSM et je suis pris. Je suis le seul pris cette année-là, je me souviens, en master en plus. Et Alain, d'ailleurs, me demande tout de suite, mais tu as déjà un master, comment ça se fait ? Et je vais te dire la même chose que je lui ai dit, c'est que tout simplement, j'avais besoin de connaître le monde musical français parce que j'étais rien, j'étais personne. Alors j'avais eu la chance de faire ce projet à Monaco, mais c'est pas ça non plus qui allait m'apporter tout le travail. Donc voilà, donc je dirais que c'est comme ça que j'ai vraiment connu, non seulement les études étaient exceptionnelles, parce que Alain, c'était la personne qu'il me fallait à ce moment-là pour devenir professionnel. Je sortais de Londres, je savais diriger un orchestre, je savais plus ou moins, évidemment, gérer une répétition, etc. Je pouvais être un bon assistant, mais c'est pas pareil, il y a quand même une marche en plus d'assurer toute une production, de savoir quelle est la priorité selon les répertoires, selon le temps qui t'est imparti, etc. Et Alain est quelqu'un de parfait pour faire ça, puisqu'il va te dire, par exemple, pendant les sessions d'orchestre, qui sont extrêmement nombreuses au CNSM, plus nombreuses qu'à Londres, malgré la gratuité des études, vive la France, qui est la personne parfaite pour te dire non, ça tu peux pas dire ça à un corniste parce que lui il pense comme ça, ne le regarde pas, ou donner des conseils bien connus comme ne dis jamais plus fort au trombone, ou ne regarde jamais. En tant qu'ancien trompettiste, ouais. Je me sens plus tu dis quelque chose à un corps ou un trompette, quelque chose comme ça, plus ça déstabilise. C'est sûr. C'est le genre de conseil que Alain te donne et qui était extrêmement précieux. Alors chacun est différent, mais moi à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et ça a duré combien de temps du coup? 2 ans. Encore 2 ans. D'accord. Donc 2017, 2019. Tu as pu quand même travailler, gagner ta vie. Oui, je travaillais beaucoup. Alors voilà, ça me fait me rappeler. Tu me parles de comment on fait son réseau, mais je vais te répondre. Les études, bien sûr, ce genre de chance comme Jean-Loup Grinda, le CNSM, mes deuxièmes études, mais surtout les concours. Voilà, c'est ça. Voilà. Je me souviens. Là, tu as commencé à faire des concours. Ouais, alors j'ai commencé dès 2017 où je fais la Hong Kong Sinfonietta Conducting Competition. Donc je pars à Hong Kong comme ça, avec ma petite valise. Évidemment, tu as été sélectionné quand même. Oui, pardon, voilà. Je m'inscris bien sûr. Je remonte un peu trop. Présélectionné. Et donc je me retrouve là-bas, je fais demi-finale là-bas. Bon, ça m'a pas beaucoup rapporté, je crois, de travail, je pense pas. La même année, en septembre, donc l'année où je rentre au CNSM, je fais Besançon. Et là, ça commence parce que c'est vraiment le milieu français et et ça me fait très plaisir de citer Valérie Chevalier qui me repère puisque je vais jusqu'aux demi-finales de mémoire d'opéra et je fais particulièrement un bon tour sur l'opéra et on se parle après la finale à laquelle je ne vais pas contrairement à 2019 où je suis allé en finale mais c'est plus tard et en 2017 Valérie elle m'appelle et elle me dit bah voilà Victor, je cherche un assistant pour Carmen auprès de Jean-Marie Zaitouni. Est-ce que vous êtes disponible et est-ce que vous voulez aussi diriger un concert avec l'orchestre, mais un chœur amateur autour de Carmen? Je dis bien sûr, le chœur amateur s'appelle Un air de famille, c'est un gros projet. Ça aussi, j'ai quand même aussi cette double culture orchestre et chœur qui me permet qu'un chœur amateur, ça me fait pas peur, si tu veux, contrairement à parfois certains de mes collègues, et c'est tout à fait justifié. Et j'ai peur d'autre chose, je te rassure. Donc voilà, Valérie Chevalier me donne ma chance. Elle n'a pas cessé de m'inviter depuis 2017. Donc c'est aussi des personnes, tu parlais de réseau, mais voilà, qui te donnent ta chance et qui te font travailler. Donc en parallèle du CNSM, voilà, exactement, je travaille. Et voilà, et les choses se font un peu comme ça. Et je crois que... non, c'est un peu trop tôt parce que je sors du CNSM, je refais Besançon, et cette fois je vais en finale. Où là, il y a quand même une grosse exposition, avec en plus un concert qui est filmé, etc. Là, c'est les premières propositions d'agents aussi. Je me souviens de contacts d'agents, des nouvelles invitations qui tombent. Et vient le Covid.
Et là, du coup, les agences, elles sont un peu plus frileuses, etc. Ça a été un petit peu dur. Et tu as traversé comment le Covid, du coup? Alors, dur dans le sens où les perspectives de carrière étaient quand même un peu sombres. Après, d'un point de vue matériel, en France, je le répète, on a été extrêmement bien lotis. Enfin, moi, j'ai été payé à 100% de concerts que je devais faire sans mettre un pied dans la ville. Ça, c'était aussi quand même la politique de cette époque. On peut dire qu'on a eu vraiment de la chance. Donc, le Covid, ça a été... Je dirais, oui, un petit moment angoissant. Angoissant, évidemment, pour le monde et la pandémie, mais angoissant parce qu'on sait bien que nos métiers sont les métiers les moins sûrs du monde. Et c'était à ce moment-là où tout le monde devenait de plus en plus frileux à programmer. Donc non, c'était pas facile. Et je pense qu'entre 2020 et 2022, ça a été un peu... Les perspectives étaient moins réjouissantes. Et je dirais que ce qui a beaucoup changé depuis le Covid, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi je me souviens qu'avant le Covid, tu marquais un truc dans l'agenda, c'était dans le marbre. À partir du Covid, où les premières annulations ont eu lieu, on ne connaissait pas ça, les annulations. Maintenant, bon... Oui, c'est vrai que c'est plus facile, enfin... Voilà, c'est plus... On annule plus facilement. C'est dingue, hein. Ouais, ça, je sens vraiment. Et on programme aussi plus tard. Ouais. Alors, c'est en ce moment particulièrement lié aussi à l'absence de budget, etc. Bon, on le sait. Mais voilà, on programme aussi très, très tard. Donc, le Covid, voilà, pas facile. Mais en 2020 ou 2021, justement, à peu près pendant cette période, suite à ma finale à Besançon, je rencontre mon agent Catherine Lebris. Donc ça, c'est quand même une belle perspective. Et qu'est-ce qui se passe d'autre ? Oui, à la sortie du Covid, j'ai la chance de recevoir une victoire de la musique. Révélation chef d'orchestre. Et donc voilà, ça c'est des petites choses qui récompensent ton parcours, ton travail, où des gens jugent que voilà, tu as mérité tu as mérité qu'on récompense ton parcours à ce moment-là. Donc je l'ai pris comme un encouragement à continuer. Et est-ce que tu as fait d'autres concours après Besançon? Non, je me suis arrêté là. J'ai fait effectivement Hong Kong et 2 fois Besançon. Après, j'ai fait des concours de poste pour des postes d'assistant. Et donc, en 2019, donc la même année que Besançon, ou bien juste avant, je crois. Oui, c'est ça. En juin 2019, je postule pour être l'assistant de Gergely Madaras à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Ouais. Donc voilà, donc ça a été mon premier poste de chef assistant, parce que c'est différent d'un cachet sur une production et d'un poste, non, j'explique parce que là, peut-être tout le monde ne sait pas, et d'un poste sur l'année où on est le chef attitré attitré du directeur musical. Je reste ce chef pendant 2 ans. J'ai après eu un autre poste qui est celui d'assistant de l'orchestre de Lille auprès d'Alexandre Bloch et en même temps de Picardie auprès de Harry Van Beck. Donc voilà, donc ça je recommande aussi énormément pour les jeunes chefs tous ces postes-là, c'est magnifique parce que ça, selon les orchestres, ça permet déjà d'assister des chefs qu'on voit répéter, on apprend beaucoup, on apprend du répertoire sans risquer puisque c'est pas nous qui dirigeons a priori, donc on apprend une partition voilà, en étant rémunéré, je vais dire, donc c'est quand même super. Et troisième chose, selon les postes, notamment en Picardie, moi j'ai dirigé énormément de concerts parce que le poste était fait comme ça. Pas que des concerts scolaires d'ailleurs, aussi des concerts tout public. Donc ouais, ça a beaucoup aidé. Alors, pour finir, on va parler juste toi en tant que chef maintenant. Quels sont, on va dire, ton répertoire de prédilection? Alors, moi j'aimerais... Attends, parce qu'il y a quand même... On a sauté un truc, c'est qu'en 2020... on se croise. Ah oui. Parce que je parle de tout le monde, mais je n'ai pas parlé de toi. C'est vrai. En 2020, on se croise à Lyon. Et à Lyon. On se rencontre à Lyon. Tu es l'agent de Jules Maton. Notre ami Jules. Jules, dont je dirige une des pièces programmée par l'Orchestre National de Lyon pour un enregistrement, parce qu'il n'y avait pas le droit au public, ou c'était compliqué encore. Voilà. Et on se rend compte et voilà, on s'apprécie. J'ai gardé, on va dire, l'idée en tête et puis. Ouais. Après, tu arrives à Versailles. À l'époque, voilà, je n'avais pas de perspective pour. Non, je sais. Mais voilà, après. Et donc, tu arrives à Versailles et il se trouve que
hasard aussi des choses de la vie, on reste en contact, mais Laurent Brunner, directeur de l'Opéra Royal de Versailles, est parent d'élève de Isor, jeune maîtrisienne de Radio France. Et moi, il y a quelques années, donc juste avant qu'on commence à travailler ensemble, je dirige un concert de la maîtrise. Je remplace Marie-Noëlle Merten qui a le bras dans le plâtre. Je dirige un concert de la maîtrise au CRR de Boulogne. Et Laurent me croise à la fin. Il me dit oui, j'aimerais peut-être vous inviter, etc. Et donc, concours de circonstances. Et on se retrouve à avoir cette relation qu'on connaît nous aujourd'hui. Voilà. Mais je dois dire que je vous dois énormément. C'est pour ça que je suis ravi aussi de revenir bientôt pour la vie parisienne chez vous. Voilà. Ravi aussi. Donc, mon répertoire. Alors, c'est intéressant. Alors là, je vais te parler de quelque chose d'assez, on va dire, assez intime parce que quand tu es chanteur et que tu veux te mettre à la direction de chœur, ok, mais la direction d'orchestre, moi j'avais cette hantise, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité aller à Londres et pas au CNSM, j'avais cette hantise qu'on me regarde en me disant mais pour qui il se prend, il va diriger, mais c'est mes problèmes à moi, hein, évidemment, peut-être que les gens m'auraient accepté, mais c'était mon complexe à moi de me dire il faut que je me fasse la main, il faut que je devienne spécialiste ou en tout cas chef d'orchestre ailleurs que dans mon propre pays où j'ai l'impression qu'on ne va pas m'accepter comme ça de but en blanc. Donc, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je m'expatrie pendant 2 ans pour me former à la direction d'orchestre. Et je pense aussi beaucoup privilégier le répertoire symphonique parce que pas les amalgames, mais les mélanges entre chanteur, chef d'orchestre, etc., je voulais pas, en fait. Je voulais qu'on oublie que je suis chanteur et que je sois chef d'orchestre à 100%. Donc, j'ai beaucoup fait de symphonique. Tous les concours que j'ai faits, c'était plutôt des concours symphoniques. J'ai pas tellement tenté de poste dans des maisons d'opéra, en fait. Et j'avais ce besoin de me faire valider comme chef capable de faire uniquement de l'orchestre et des instruments. Et c'est seulement depuis 2 ans que je considère, mais c'est purement personnel, être arrivé à cet endroit-là, peut-être grâce à la victoire de la musique notamment, et donc je reviens à mon premier amour, mais qui ne m'a évidemment jamais quitté, mais avec un petit peu plus d'entrain, et en tout cas de priorité, c'est-à-dire l'opéra, et je dirais même en fait la voix en général, parce que tu m'as offert avec Laurent un programme dont je rêvais depuis que je suis chanteur et que je l'avais chanté moi-même, c'est le Requiem de Fauré l'année dernière. Vous m'avez laissé la latitude de construire un programme. C'était un programme purement vocal, avec chœur et un petit orchestre. J'ai adoré cette production. Après, vous m'avez aussi fait confiance. Vous n'êtes pas les seuls, bien sûr. Il y a d'autres maisons, mais on est là pour parler notamment de Versailles. Avec Carmen, on est parti en Asie, Hong Kong, pas loin d'ici, au Vietnam aussi. Et en fait, c'est là où je me sens vraiment bien. Je le sens. C'est quand il y a une voix qui est là. Alors, soit ça peut être un récital, ça peut être un opéra, ça peut être un programme pour chœur. Mais voilà, je dirais que c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu as un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre qui est pour toi, c'est l'idéal, un modèle? Non. Après, je vais te citer peut-être... je peux t'en citer plusieurs. Alors, moi, comment dire, on est souvent attiré par des chefs qui ont des choses qu'on n'a pas nous. Parce que voilà, alors j'ai eu la chance de faire la masterclass de Paavo Järvi par exemple. Paavo Järvi, c'est quelqu'un que j'admire en termes de technique, de self-control. C'est quelqu'un qui est là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais tout fou, je voulais pas aller de partir dans tous les sens. Lui, il est solide, voilà. Parfois, on pourrait lui reprocher aussi que ça peut manquer d'une certaine expressivité. Voilà, donc Paavo Järvi, c'est quelqu'un que j'admire. Si on parle d'expressivité, je peux pas ne pas citer Gustavo Dudamel. En plus, j'ai eu la chance de diriger au Venezuela son orchestre. C'est quelqu'un qui m'inspire à quel point il respire la musique. Et si tu veux, pour moi, le chef, il doit incarner la musique à tout moment. Et voilà, moi, c'est Dudamel, pour moi, c'est l'exemple parfait. Je pourrais citer... plein de chefs, Daniel Legatti aussi, que j'adore. Lui, pour le coup, il a vraiment une très très belle technique. Il ressemble plus à Paavo Järvi, mais pour le coup, Daniel Legatti, moi, ce que je trouve, c'est que il t'emmène vraiment quelque part et il ne te lâche pas, il ne lâche pas l'auditeur. Et ça, c'est particulièrement remarquable. Voilà,
Non, c'est difficile. C'est difficile déjà pas mal. d'en citer un ou deux, enfin d'en citer peu finalement. Bon, alors la nuit est arrivée à Shanghai. Ça y est, sur The Band. Et voilà, on arrive à la fin de notre entretien. Merci. Je te remercie d'avoir livré, on va dire, un peu de toi. Ouais. Et j'espère qu'on a passé un bon moment. Très bon moment et merci. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau format. C'est très sympa. On se retrouve très bientôt pour la vie sur la vie parisienne à l'Opéra Royal de Versailles. À partir du 27 décembre. Voilà. Salut.